Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se voit dans la cinquième vidéo sur le géoréférencement d'une carte sur QGIS. Alors, toujours dans la barre de menu, on va aller à géoréférencier. Les étapes de géoréférencement, tout d'abord, il faut ouvrir touche et cliquer sur géoréférencier, charger ton image raster, ajouter les points de calage, régler les paramètres de transformation, lancer le jeu au référencement et vérifier le calage dans le projet. Alors, vous avez l'interface de géoréférencement. Il est comme ça. Là, dans cette partie, on peut ajouter une image raster. Là, on va choisir notre transformation et les paramètres de rééchantillonnage avec la compression. Et là, on peut commencer le géoréférencement. Et là, nous avons les différents coordonnées X, Y, 6i, parce qu'on va choisir des points de calage ici. Et là, c'est l'erreur que tu as, ou bien la différence sur X et la différence sur Y. Là, nous avons donc quelle transformation choisir. Pour choisir une transformation, donc nous avons paramètres de transformation. Nous avons les différents paramètres de transformation. Pour expliquer un petit peu le géoréférencement, nous avons déjà une image raster avec des coordonnées locales. On veut la transformer à l'image réelle qui contient les coordonnées géographiques ou bien les coordonnées de notre système de coordonnées. Voilà, donc comment on va faire cet objectif? On va ajouter des points de calage ici sur lesquels on va appliquer des formules mathématiques, des équations qui vont nous permettre de faire des rotations, translations et on va multiplier par facteur échelle qui va nous permettre à la fin de construire la réalité terrain ou bien les coordonnées géographiques réelles ou bien les coordonnées cartésiennes. Donc ça dépend de votre carte. Alors, nous avons la transformation et ce procédé de déplacement à la translation des données d'un système de coordonnées vers un autre, comme ce qui est déjà expliqué. Lors du calage de l'image, subit une transformation afin de faire coïncider au maximum les points de départ avec les coordonnées spécifiées par l'utilisateur. Une transformation est en effet une formule mathématique transformant les coordonnées de départ vers les coordonnées voulues. Donc, vous avez les méthodes de rééchantillonnage. Premièrement, voisin, le plus proche voisin, in. La transformation linéaire, la méthode de rééchantillonnage linéaire, rééchantillonnage cubique, cubic spline ou Lanczos. Nous avons également les algorithmes de transformation disponibles, transformation linéaire. Nous avons la transformation polynomiale d'ordre 1, permet de faire une transformation avec quelques distorsions. Nous avons transformation polynomiale d'ordre 2 et une transformation projective. Et également, nous avons une transformation polynomiale d'ordre 3. Également, nous avons les méthodes de compression disponibles. On peut ne pas faire la compression de l'image. Également, on peut le faire avec format LZW, utilisé pour les images au format GIF et TIFF, assez largement utilisé, permet une compression jusqu'à 1 sur 10. Pour PackBits, il nous permet d'avoir une compression moindre que la méthode LZW, mais ce format est plus courant. Deflat, il est similaire à LZW, mais principalement prise en charge par les logiciels Adobe. Voilà, donc nous avons les types de transformation. Les transformations linéaires nécessitent au moins 2 points
type le plus simple ne déforme pas le raster. Cette transformation est rarement suffisante pour les images scannées. La transformation Helmholtz nécessite 2 points au minimum, cas particulier de transformation polynomiale d'ordre 1. Transformation polynomiale d'ordre 1 ou transformation affine, 3 points au minimum, il est besoin de 3 points, donc on va spécifier 3 points au minimum, 2 points de calage, bien sûr. Elle préserve la collinéarité de 3 points alignés, le restant en rond, et permet seulement changement d'échelle, translation et rotation. Transformation polynomiale d'ordre 2, il nécessite au moins 6 points, permet une distorsion de raster. Transformation polynomiale d'ordre 3, il nécessite au minimum 10 points. Le degré de distorsion possible est plus important que pour une transformation d'ordre 2. Donc vous savez bien que lorsqu'on va appliquer une transformation sur une image, en appliquant l'une des transformations ici, et en utilisant les différentes équations et les différents éléments de translation, rotation et le facteur échelle, parfois votre image sera déformée ou avoir des distorsions. Ça va provoquer les différents objets. Si vous avez par exemple une route, vous allez le trouver déformé à la fin. Donc ça dépend de votre objectif. Ça dépend, donc parfois on a besoin d'utiliser cette projection Helmholtz par rapport à d'autres. Et parfois on va utiliser linéaire, mais généralement on utilise linéaire. Et voilà. Nous avons également la projection Thin Plate Spline qui est besoin de 1 point minimum. Méthode récente permettant de prendre en compte les déformations locales. Cette transformation est utile lorsqu'on dispose d'originaux de très mauvaise qualité. À la fin, nous avons la transformation projective qui nécessite au moins 4 points minimums. Il permet une transformation qui est complexe, qui ne conserve pas le parallélisme. Si vous avez le parallélisme, par exemple un carré, il ne va pas rester un carré, mais il va se transformer à un quadrilatère. Donc il va déformer les côtés. Voilà, donc nous avons également les méthodes de rééchantillonnage qu'on peut utiliser. Si on utilise une transformation qui déforme le raster d'origine, transformation polynomiale d'ordre supérieur à 1, ou transformation de type spline par exemple, la valeur de chaque pixel de nouveau raster sera déterminée par un calcul en se basant sur le raster. Parce que nous avons différents, chaque pixel contient un couleur et une texture donnée. Donc, on a besoin de le conserver également lors de la transformation. Nous avons généralement 3 méthodes qu'on utilise sur QGIS. La méthode le plus proche voisin, INNI. Le nouveau pixel prend la valeur du pixel de l'ancien raster le plus proche. Cette méthode est la plus rapide et est utilisée principalement pour des données catégorisées, puisqu'il ne crée pas de nouvelles valeurs. Si vous avez une image qui est en coordonnées locales, vous avez un pixel. En effet, nous avons l'image, c'est un ensemble de lignes et colonnes. C'est un ensemble de pixels. C'est une raster qui contient un ensemble de valeurs ici. Cette valeur, par exemple, pour ce pixel-là, qui contient une couleur donnée, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Donc, si on va utiliser le rééchantillonnage INNI, il va laisser le plus proche voisin de la valeur d'origine qui a été là pour la nouvelle image. Voilà, donc le rééchantillonnage linéaire, la valeur du nouveau pixel est déterminée à partir des valeurs des 4 pixels les plus proches. C'est-à-dire, elle va prendre 4 pixels et va faire un rééchantillonnage en utilisant 4 pixels qui sont plus proches de la valeur réelle. Donc, cette valeur réelle a été au début dans l'image d'origine. Elle va prendre 4 pixels et elle va faire, donc il va prendre la moyenne pour trouver la nouvelle valeur ou bien la valeur qui est le plus proche ici. Cette méthode est utilisée pour des données continues parce que déjà on a différentes données, soit des données continues ou des données discrètes.
et permet un lissage du raster. Pour le rééchantillonnage cubique, la valeur du nouveau pixel est déterminée à partir des valeurs des 16 pixels. Donc des 16 pixels les plus proches. C'est la même logique. Ceci provoque moins de distorsion géométrique de l'image, mais nécessite un temps de calcul relativement long. Par ailleurs, il y a plus de possibilités d'obtenir avec cette méthode des nouvelles valeurs de pixels par rapport aux valeurs de départ. Voilà, donc à la fin, nous avons la présentation de l'erreur résiduelle et de l'erreur quadratique moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'erreur résiduelle ou bien donc le résidu? Nous avons déjà pointé un ensemble de points. Vous avez pointé le point ici, pointé le point ici et pointé le point ici. Vous avez cisé les coordonnées de ces points-là. L'algorithme, il va prendre ces coordonnées comme les coordonnées fixes ou réelles ou bien les coordonnées exactes. Nous avons ces points-là sont les coordonnées calculées à partir des coordonnées anciennes. L'algorithme il va régénérer ou bien recalculer la position exacte d'après ce que nous avons déjà saisi ou nous avons déjà pointé. Et il va faire la différence entre les deux. S'il va faire la différence entre les deux, nous avons déjà V moins E M ici. Donc c'est la valeur, je m'excuse, c'est E V moins V E. C'est la valeur exacte qu'on a saisie au début, moins la valeur approchée calculée au début. C'est ce qu'on appelle la résiduelle. Vous avez l'erreur moyenne quadratique, c'est la moyenne de celui-là, c'est la racine de somme. On va prendre la somme des erreurs de E1 jusqu'à En. On va donc prendre le carré, on va le diviser par n, l'ensemble des points ou bien des erreurs que nous avons trouvées, différence entre les différents points que nous avons pointés. C'est ce qu'on appelle l'erreur moyenne quadratique. Et comme ça, on va trouver à la fin l'erreur moyenne quadratique. C'est l'erreur moyenne. Déjà, c'est la moyenne. Voilà. Et, on va passer maintenant à la pratique.